Ouais, non, mais je comprends bien, tu en grande difficulté, ouais. Oui, tu beau forcer, par devant ça rentre pas, quoi. Oui, bah, essaye de passer par derrière, hein. Bah, vous m'excuserez, c'est quand même vachement plus simple pour charger une bagnole, hein. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Mesdames et messieurs, Ouais, et les autres aussi. oui, bienvenue dans ce grand bordel qu'est l'histoire de l'art et la peinture en général. Une grande fresque où l'humanité a décidé de foutre de la couleur sur tout ce qui lui passait sous la main. Un défilé de styles, de coups de pinceau, où on va parler de couleurs, de formes, de visions, et de grosses toiles bien tendues. Ouais, mais il y en a quand même qui ont passé plus de temps à toucher leur assistante et leur modèle que leur propre pinceau. Oui, effectivement, il y en a quelques-uns aussi. Ouais. On va traverser des millénaires et des siècles de coups de pinceau, certains très inspirés et d'autres vachement douteux. Que ce soit de la préhistoire à nos jours, chaque époque a pondu sa tendance. Un jour, Dieu est partout. Le lendemain, Dieu est mort. Et ensuite, on colle une putain de banane contre un mur, une pastèque avec un néon dans le cul, et on appelle ça une performance. Voilà, voilà. L'art, c'est une longue série de ruptures, de révolutions et de crises existentielles. Une histoire où chaque génération déclare que la précédente était à côté de ses pompes, avant de se faire démonter par la suivante. Plongeons ensemble dans l'histoire de l'art avec un grand A, et selon les périodes, avec un grand Q. Jadis, il fut un temps où nos ancêtres, très lointains, en étaient encore à chasser le mammouth, à découvrir le feu et à se faufiler dans des trous sombres et humides. À un moment donné, l'homme préhistorique, il a ressenti un truc bizarre au fond de lui. Une envie, une pulsion, non pas celle de taper sur tout ce qui bougeait parce que ça c'était déjà acquis, et à un moment donné, il a eu envie de laisser une trace au fond de sa grotte. Il a pris de la boue, du charbon et il a commencé à étaler tout ça dans la caverne. Des mains, des mammouths, des bisons, des scènes de chasse, ou parfois des formes un peu plus évocatrices. C'est le paléolithique artistique, aussi brut que leur existence. Pas de perspective, pas de vanishing point, juste l'essentiel, faire apparaître le réel sur la pierre. Pierre, Présent. Et on va pas se mentir, franchement, ça claque. Lascaux, Chauvet, on parle d'œuvres vieilles de dizaines de millénaires. Combien? À ce moment-là, on parle pas d'art pour décorer le salon du roi, non. On parle de magie, de survie, de culte. Peindre ces bestioles, c'était d'avoir réussi à les chasser, de les bouffer, ou de les capturer, les dominer. Ou peut-être juste s'occuper pendant que le mammouth y décongèle. T'as de beaux yeux, tu sais. On sait pas, on saura peut-être jamais. Ce qui est sûr, c'est que c'est une des premières fois où un être humain a voulu gribouiller un truc sur une paroi. Et sans le savoir, il a ouvert la voie. Et quelque part, grâce à lui, on aura compris quelque chose de fondamental. L'art, c'est quand tu regardes un mur et que tu vois beaucoup plus qu'un mur. pour un exemple à la con, c'est vraiment un exemple à la con. Et on passe gentiment à l'Antiquité. Quand l'art bande les muscles et s'endurcit, au sens propre. Fini les grottes et bienvenue dans le marbre, le bronze. L'Antiquité, c'est le moment où l'art se redresse, se mesure, s'érige, littéralement, pour glorifier des héros, des dieux, et parfois juste des meufs et des mecs avec de bonnes gueules. Chez les Grecs, c'est simple, le corps humain devient obsession. L'idéal, les temples, les divinités incarnées, tout est proportion, symétrie, des poses calculées au millimètre, des abdos taillés au burin, des mecs à poil qui lancent des disques alors que t'as un philosophe juste à côté qui leur parle d'éthique. Mais attention, ce n'est pas uniquement du culte du corps, c'est du culte tout court. L'art antique, c'est de la religion, de la politique, des muscles, tout ça en relief. Les statues pour être une sorte de média à elles seules. Puis les Romains, eux, ils ont pompé tout ça, et l'ont remixé version... Empire. Chez les Romains, un peu moins de poésie et plus d'impérialisme. Partout, on va sculpter la gueule de César, ça sent la toge sale et la conquête à la trique. Bon, l'Antiquité, c'est un peu un moment où l'art devient langage officiel, outil de pouvoir, de séduction et de domination. Désormais, les images, les statues, tout ça, ça parle. Et te murmure gentiment à l'oreille. Je suis beau, je suis fort, je suis divin. Alors ferme ta gueule et admire. Glissons maintenant dans 1000 ans de pénitence visuelle. Et bienvenue au Moyen-Âge. Silence, la vilaine. Viens. Franche-la et va ton chemin. Alors l'art au Moyen-Âge, c'est quelque chose assez moralisateur, où souvent quelqu'un finit cloué quelque part. Ici, on oublie le corps, les formes, les rondeurs, la chair. Ah non, on oublie ça, hein. Trop risqué. Espèce de païen. Un monde où le nu devient péché et la beauté devient soupçon. L'artiste, lui, n'est plus un créateur, mais devient un exécutant. Ah, il applique le dogme comme on tartinerait un hostie. Ici, pas de signature, pas de style propre. T'es pas là pour briller, t'es là pour glorifier Dieu. Au-dessus, c'est le soleil. L'art roman est rigide, carré, frontal, comme une punition. Des Christ partout, des damnés en enfer, des vierges figées. On représente pas le réel ici, on le symbolise. C'est pas de la peinture, c'est de la théologie avec des pigments. Toujours au Moyen-Âge vient ensuite le gothique. Et là, ça commence un petit peu à se décoincer. On allonge tout. Les bâtiments, les églises, les personnages, tout devient plus élancé. Comme si l'art lui-même essayait d'atteindre le ciel. Bon, toujours dans la peur du bas, hein, du charnel, du terrestre.
Ici, pas de bite, pas de fesses. Mais attention, derrière cette foi rigide se cache une certaine tension. Les vitraux explosent de couleurs. Les manuscrits se remplissent de petits détails étranges, parfois un peu graveleux. Par-ci par-là, quelques tubs, des moines farceurs, quelques nichons et tétons pointent à l'horizon. Un peu comme si l'artiste médiéval, à force de se faire censurer le slip, s'amusait à gribouiller quelques conneries pendant les vêpres. C'est l'époque où l'art servait à tenir la population bien sage. En lui montrant soit le paradis, soit on leur montrait l'enfer, et vu la gueule des damnés sur les fresques, valait peut-être mieux que ça file droit. Mais sous ces couches de piété, il y avait un truc qui commençait à bouillir, l'envie de refaire du beau, du réel, du corps. On file maintenant direction la Renaissance. Ou comment l'Europe a redécouvert qu'on pouvait peindre des culs sans forcément aller en enfer. On sort du Moyen-Âge comme une longue gueule de bois. Et là, paf, la Renaissance. L'art se redresse, se lave, se muscle, l'art reprend des couleurs. Et surtout, reprend goût au corps. Oui, on peut peindre des culs sans finir au bûcher. Enfin presque. Ici, l'artiste devient une star. Fini l'anonymat du moine qui gribouille deux évangélistes, place aux signatures, aux commandes privées, aux ateliers avec stagiaires mal payés. C'est l'apogée de Michel-Ange, Léonard de Vinci, Botticelli. Tout simplement des mecs qui peignent des dieux à poil, comme on plante un drapeau sur la morale. Perspective, proportion, anatomie. Les mecs se mettent à disséquer des cadavres pour comprendre comment plier un coude correctement. Et l'art devient science. On calcule la lumière, on construit l'espace. On fait poser des anges comme des mannequins. Même la Vierge Marie, soudainement, taille 36, mâchoire d'influenceuse florentine. Et puis il y a les mécènes, les Médicis, les papes, et les personnes riches qui payent des fortunes pour avoir leur gueule en portrait. La religion est encore là, mais habillée de velours, parfumée, avec un petit regard de côté. Ah, on glorifie toujours Dieu, attention. Mais avec une Vénus qui s'étire à poil sur une coquille Saint-Jacques. La Renaissance, c'est surtout le retour du « regarde comme je suis doué ». L'artiste affirme son style, sa vision, son génie. Il peint pour la postérité, pour la gloire. Bon, et aussi un peu parfois pour aller taquiner de la galinette. Vous avez une paire de fesses hallucinante. On y goûterait volontiers. Bon, parce que par exemple, poser pour Raphaël, c'est un peu plus glamour quand même que pour les fresques d'une crypte. Bref, à la fin de la Renaissance, l'art reprend vie. Il ne prie plus, il respire, il baise, il invente. Il redécouvre que la beauté est un langage. Et il se remet à parler fort. Très fort. Faisons place maintenant à l'art baroque, quand l'art décide que trop, c'est le minimum syndical. Si la Renaissance avait redonné vie à l'art et le corps, le baroque lui file une énorme baffe dans la gueule. Lui colle un drap qui vole dans tous les sens, et le balance en pleine lumière avec un air de dire « Admire-moi seul !» Bienvenue au XVIIe siècle, l'époque où l'église, un peu flippée de la réforme protestante, décide de sortir l'artillerie lourde pour ramener les brebis égarées. Et quoi de mieux pour ça qu'un bon gros Jésus en contre-plongée, baigné de lumière dramatique et le torse tendu comme un rideau de théâtre. Ici, tout est fait. La lumière tranche les visages, les drapés s'envolent, les émotions explosent. L'important c'est que ça bouge, que ça brille, que ça en jette. Caravage, Rubens, Rembrandt, les mecs ils peignent pas, ils mettent en scène. Ils jouent avec les ombres, les corps, les regards. Un clair-obscur bien placé et paf, t'as une Marie-Madeleine qui a l'impression de sortir d'un film de paf en toute confession. Chez Rubens, c'est encore plus clair. Des corps plantureux, des fesses bien rebondies, et des cuisses qui vibrent. Le gras c'est noble, la chair est glorieuse. Je les aime roses, je les aime bombées. Ici on est clairement bien loin des corps idéalisés de la Renaissance. Ici on célèbre la volupté. Le baroque, c'est le théâtre de la foi, la mise en scène, du pouvoir, le porno du divin. C'est le moment où l'art fait tout pour t'en mettre plein la gueule. Et si tu comprends pas, c'est pas grave, t'as quand même été ébloui. Il est temps de plonger ensemble dans le rococo. Le rococo. Ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Où l'art se parfume, se poudroie et termine à moitié à poil dans une clairière couleur pastel. L'art qui se caresse avec de la soie et se tripote dans les bosquets. Après les grandes envolées lyriques du baroque, le rococo débarque tel un petit rot sucré dans un salon doré. Ici, terminées les souffrances du Christ dans des scènes dramatiques. Place aux nymphes, aux marquises, place aux galipettes et aux dentelles. C'est l'art des nobles désœuvrés, qui passent leur temps à se demander dans quel coin du château ils vont pouvoir taquiner madame. Mais moi, je veux faire l'amour! Le rococo, c'est tout en courbe, en froufrou, en petits coups de pinceau lubriques. On y peint des scènes champêtres, des rendez-vous amoureux, des jardins débordant de symboles plus ou moins subtils. Une balançoire, un buisson drôlement bien taillé, une chaussure qui vole, boucher, fragonard, watteau, les gars de balance des bergères qui n'ont probablement jamais vu de mouton de leur vie, des cupidons bien grassouillés en chute libre, des peaux bien laiteuses. Bref, le rococo, c'est le porno de l'aristo, mais avec des rubans. Le tout dans des salons ornés, décorés, dorés, trop décorés. Mais derrière cette avalanche de miches, il y a comme un petit sentiment d'ennui. Un monde qui sent déjà la fin.
où l'on s'amuse pour ne pas voir la guillotine qui s'aiguise au loin. Quand on cherche, on trouve. On fricote, on badine, on minaude, en attendant que tout pète. Et ça va péter! Et crois-moi bien que quand ça va péter, on va revenir à quelque chose de beaucoup plus sérieux. On entre maintenant dans le néoclassicisme, retour au sérieux, au marbre, aux gueules de Romain. L'art qui serre le cul et bande les muscles pour la vertu. Là c'est bon, la fête est finie, les petits aristos et les marquises ont perdu la tête. Littéralement. On remballe la dentelle, les nymphes rigolardes, les cupidons vicelards. L'heure est à la dignité, à la morale et à l'héroïsme romain. C'est le moment où on regarde la Grèce antique avec des étoiles dans les yeux. Le néoclassicisme, c'est le retour du marbre et de la ligne droite. On veut du noble, du stoïque, du mec qui meurt sans broncher pour sa patrie, torse nu et plein d'honneur. David, Ingres, Canova. Tout le monde est propre, net, lisse. Même la douleur est élégante. On souffre mais en silence. En toge, le regard levé vers l'idéal. Les femmes ont l'air de statues et les hommes des modèles d'abnégation. C'est l'art de la révolution, de Napoléon, du devoir. On veut éduquer, élever, assagir. Un bon tableau néoclassique, c'est une baffe républicaine dans la gueule. On te remet droit sans discussion, pas de frivolité, pas de sourire, mais à force de faire le prof, l'art commence à sentir la craie, le vétuste, le poussiéreux. Mais dans l'ombre, une bête se réveille, celle de l'émotion brute, du vertige, du sublime. Le romantisme arrive, prêt à tout faire exploser. Rentrons dans le romantisme, où l'art se déchire les tripes et crache ses émotions sans se soucier du décor. Le romantisme, c'est l'art qui hurle au clair de lune, se roule dans la boue et fait des crises existentielles. Fini les statues figées et les poses rigides. Le romantisme, c'est le moment où l'art arrête de jouer la morale et commence à vivre. On laisse tomber les idées de perfection, de vertu et de calme plat. Et on laisse place à l'instinct, à l'âme tourmentée, à l'humanité en crise. Delacroix, Guéricault, Turner, ces gars étaient en mode je vais te foutre la merde dans ta tête. Ils peignent des guerres, des révoltes, des mers déchaînées, des naufrages, des soldats qui crèvent. C'est le romantisme du chaos, de la passion. Tout explose, tout brûle, tout vibre. L'homme n'est plus noble, il est torturé. Le sublime, c'est la souffrance. C'est le vertige de l'infini. C'est la mort qui arrive à grands pas. La mort. Et l'art qu'il accepte sans broncher. Terminé les héros beaux et sages. Place aux âmes égarées, aux démons intérieurs. Et la nature sauvage qui avale tout. Les couleurs deviennent... Bon, c'est bon ? Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît ? Merci. Les couleurs deviennent plus brutales. Les tons froids du néoclassique, on jette. Ici, on embrase tout avec un rouge, du noir, des bleus profonds, des verts acides. Le tableau ne respire plus, il suffoque. On ne contemple pas, on vit l'œuvre. Et bien sûr, l'héroïsme n'est plus militaire. C'est une guerre intérieure, une lutte contre soi-même. Le drame ne se vit plus sur un champ de bataille, mais dans le cœur. C'est l'amour fou, la révolte d'un peuple. C'est plus un héros qui se sacrifie, c'est un homme qui se perd dans son propre reflet. Tout ça, bien sûr, avec des chevaux en furie, des vagues qui engloutissent tout. Des portraits où tout le monde a l'air d'avoir envie d'hurler. L'art devient cathartique, comme une énorme scène émotionnelle. Il est maintenant temps qu'on passe au réalisme. Là où l'art fait son coming out et se fout complètement des idéaux. L'art qui arrête de rêver et commence à regarder la merde en face. Fini le temps des héros, des dieux et des grandes batailles. Le réalisme, c'est le moment où l'art se sort les doigts du ciel pour aller voir ce qui se passe vraiment dans les champs de patates et les rues crado. L'idéalisme, c'est pour les rêveurs. Les peintres réalistes sont là pour te briser tes rêves et tes illusions en te donnant juste des scènes de la vie quotidienne. Sauf que la vie quotidienne, quand tu regardes de plus près, c'est clairement pas aussi glamour qu'une toile de la Renaissance. Courbet, Millet, Daumier, eux te peignent des paysans aux mains cailleuses. Des ouvriers qui crèvent à la tâche, des gens qui vivent dans la merde et dans la misère, mais avec une dignité, qui gentiment te fait comprendre que tous tes petits caprices de merde sont une vaste blague. L'art réaliste n'a aucune pitié pour les jolis idéaux, les beaux principes. Non, il te montre la crasse du monde, sans filtre, sans pitié, sans glamour. Mais c'est là que ça devient intéressant. À ce moment-là, les artistes ne font pas dans la romance. Leur regard sur le monde est cru. Et tu sais quoi, ça te mettrait presque mal à l'aise. Parce que là, au lieu de voir de belles statues de marbre, là tu vois des visages pleins de rides, les mains usées, les pieds dans la boue. Ici, l'art n'est même plus une idée de décoration. Il te met juste la réalité impitoyable de la condition humaine en face. Mais attention, ces peintres-là sont pas là pour te faire chialer ou te faire culpabiliser ou te sentir coupable. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que tu vois la misère. Que tu vois ceux qui gagnent leur vie avec la sueur de leur front. Que tu vois l'humanité dans toute sa brutalité. Pas de messages cachés, pas de métaphores, juste des vies pas belles, mais vraies. Bref, le réalisme, c'est l'art qui te dit
Bienvenue, voici ton monde, t'as qu'à t'y faire. D'accord, faisons comme ça. Nous faisons place maintenant à l'impressionnisme. Là où l'art va s'ouvrir à une explosion de lumière. L'impressionnisme, c'est le moment où les artistes en ont marre des détails chiants, des lignes bien nettes, des corps parfaits et des drapés bien rigides. Concrètement, le réalisme, ils en ont ras le cul, et décident de tout foutre en l'air. Et ils décident de peindre les choses comme ils les ressentent, et plus telles qu'elles sont. Ça pisse la couleur, ça explose de lumière. Si devant un tableau d'impressionniste, t'as l'impression que tu vois flou, c'est normal. Monet, Manet, Renoir, ces gars-là te donnent l'impression de voir le monde à travers un vitrail. Mais attention, c'est pas juste flou ou esthétique, c'est le mouvement, la lumière, c'est l'instant qui est capté. Ils veulent que tu ressentes ce qu'ils ressentent eux. Ils vont pas te faire une scène parfaitement bien définie. Eux, ce qu'ils te balancent, c'est une ambiance, une atmosphère. Les scènes de plage, les jardins, les rues de Paris, tout ça, c'est pris à la volée, à l'instant. Les hommes, les femmes sont en train de marcher, de discuter, de s'installer sur une chaise. Dans leur scène à eux, rien n'est figé, tout est en perpétuel mouvement. Et au final, tout ça, ça respire un peu la vie, mais quand même d'une manière un peu décalée. L'objectif est de capter un moment fugace avant que tout ça ne s'efface. Bon, par contre, les critiques, ils étaient quand même pas très fans. Parce qu'ils comprenaient pas. Pour eux, un bon tableau, c'est ce qui ressemblait quand même un peu à la réalité. Ce qui n'était pas forcément au final le résultat d'un impressionniste. L'impressionnisme, c'était donc l'art du mouvement, de l'instant, de la fugacité. Le monde bouge beaucoup trop vite pour qu'on puisse le peindre avec précision. Alors on l'évoque, on le suggère, on le floute. Si le mouvement réaliste, lui, te collait la réalité en face, l'impressionnisme, lui, c'est un regard sur le monde qui va te dire « Oui, c'est flou, mais c'est quand même joli comme ça, non ?» Et après l'impressionnisme vient le post-impressionnisme, où les pinceaux commencent à envoyer des couleurs telles des uppercuts, l'art qui te balance du sens dans le flou et des formes dans la folie. Après le flou, du flou et encore du flou, les post-impressionnistes ont eu envie de remettre un peu d'ordre dans tout ce bazar. Bon, en gardant quand même le côté bordélique. Pour eux, le flou impressionniste, c'était bien. Mais ils ont décidé d'y mettre un peu plus de structure, d'émotions brutes, et de se libérer de quelques règles. Et là, ça part dans tous les sens. On passe de Van Gogh à Gauguin, tout ça en passant par Cézanne. Chacun s'en fout des codes, et peigne vraiment comme ils veulent. Mais par contre, tous, à leur manière, veulent créer des explosions de couleurs et d'émotions. Van Gogh, par exemple, lui, ne peint pas les choses comme elles sont, mais surtout comme lui les ressent. Après lui, comme il ressentait les choses, j'aurais pas voulu être dans sa tête. Quand il est là à peindre sa nuit étoilée, tu comprends pas seulement que c'est une vue du ciel. Tu sais que son âme part en couille avec la peinture. Ses couleurs, elles sont explosives, elles sont violentes. Son tableau, la nuit étoilée, c'est pas juste une vue d'une ville tranquille. C'est un cri dans la nuit, un hurlement, un moment de folie. Gauguin, lui, part à Tahiti, où il va se faire des idées sur les cultures exotiques. Il va peindre des femmes avec des couleurs exagérées, du rose, du vert, du bleu, comme si chaque couleur symbolisait une émotion brute. Et bien sûr, pas une réalité objective. C'est de l'art un petit peu sauvage, primitif. Un peu comme s'il te disait « Je sais ce que je vois, mais moi je vais te montrer ce que ça me fait ressentir ». Le post-impressionnisme, c'est un peu l'art de l'exagération, d'une expression brute. Ça fout le bordel dans tes repères, ça te fait voir le jaune en rouge, en bleu, en jaune, en vert, en essayant de te faire ressentir l'intensité de scènes qui ne sont pas forcément devant tes yeux. On passe maintenant à l'art nouveau. L'art qui s'enroule autour de toi et te susurre des promesses de beauté. L'art nouveau, c'est comme une légère romance entre la nature et le design. C'est un mouvement qui a absolument pas peur de se faire sensuel. Sensuel, oui, mais extrêmement raffiné. Fin du 19e siècle, les artistes ont décidé que les lignes droites et les formes géométriques, c'était pour les rigides. Ils commencent donc à remettre des courbes, des arabesques, des motifs floraux, comme si chaque élément de la nature était embrassé par l'art. Des mecs comme Mucha, Gaudi ou Klimt, eux vont t'envoyer des œuvres comme des fleurs qui s'ouvrent devant toi. Des tableaux et des sculptures qui respirent la nature, la douceur, en y rajoutant parfois un léger érotisme très discret. Mucha, lui par exemple, va nous faire des affiches montrant des femmes enveloppées dans des robes où le tissu semble se fondre dans les arabesques. C'est fluide, c'est beau, et pour l'époque c'est indéniablement sexy. Tout ça sans avoir besoin de te montrer des nanas à moitié à poil ou des tétons ou je ne sais quoi. Ici, l'art de la sensualité s'exprime dans le mouvement, dans la courbure des lignes, dans l'enlacement des formes. Klimt, je sais pas, avec ses frises dorées et ses visages de femmes envoûtantes, te montre tout simplement qu'il sait comment rendre le sexe élégant. Lui, ces femmes, c'est pas un objet de désir. Elles sont des symboles de l'âme, habillées de feuilles d'or et entourées de symboles et de motifs mystiques. Il arrive à te mêler la pure sensualité à une quête spirituelle. L'art nouveau, donc, c'est pas l'art qui te baise. Ah non, c'est l'art qui te fait l'amour.
C'est la beauté dans chaque pli, chaque repli, chaque sinuosité. C'est l'art qui te caresse ton âme. On enchaîne directement avec le fauvisme. L'art qui décide de te mettre des couleurs vives droit dans la tronche. Un art qui te gueule dans les yeux. Avec des couleurs qui te feraient presque mal, mais c'est pas grave, c'est joli. Le fauvisme, c'est un peu comme si l'art décidait de tout envoyer valser. Aussi bien que la nuance, les règles ou même la retenue. Autant les impressionnistes, eux, ont joué avec la lumière. Les fauves, eux, ont décidé de t'exploser leur palette de couleurs. Ces gars-là, ils peignaient pas la réalité, ils la réécrivaient. Tout ça avec des rouges incendiaires, des verts détestables. En vrai, à l'époque, c'était un putain de choc visuel. Pas de gris, pas de subtiles variations dans les couleurs, tout simplement juste des teintes qui te sautent à la gueule. Sous l'influence majeure de Matisse et de Derain, avec eux, toutes les couleurs sont saturées. Généralement, ce qui peut choquer, c'est vraiment l'utilisation de couleurs mais vives. Des bleus de mer dans le ciel, des oranges dévastateurs dans les paysages, des peaux mais roses bonbons. Tu sais plus où donner de la tête, mais tu sais que quelque part ça peut réussir à te parler quand même. Ou juste te gratter mais derrière les yeux. Les fauves, eux, s'en foutent de repeindre la réalité, eux ils veulent te bousculer, que ça te déstabilise. Ils veulent que de l'intensité mais pure. Quelque part pour eux, le sujet il importe peu. Ce qui compte c'est la couleur. Un simple paysage devient une explosion de couleurs primaires. Grosso merdo, le fauvisme, c'est un peu un art qui te met un énorme coup d'épaule, sans vraiment trop te demander ton avis. C'est un peu comme si l'artiste te disait « Tiens, tu veux voir de l'âme ? Eh ben voici la mienne. Tiens, bouffe-la toute crue, toute déformée, toute colorée. » Nique ta mère. Nous passons maintenant à l'expressionnisme. Un mouvement où l'art décide de te mettre une claque d'émotion et décide de t'hurler ses sentiments à la gueule. Tout ça avec des couleurs, des formes déformées, et des visages qui te font regretter d'être né. L'expressionnisme, c'est vraiment un art qui a pas peur de te foutre un coup dans l'estomac. Après tout, qui a besoin d'une beauté lisse et ordonnée? Quand tu peux exploser de rage, de frayeur et de douleur. C'est un mouvement qui est né au début du XXe siècle, quand l'humanité commençait à sentir un peu la guerre, la misère, et tout ce qui pouvait rendre l'humanité encore un peu moins joyeuse. Les expressionnistes, eux, décident que la réalité objective, tout ça, ça n'a aucune importance. Ce qui compte réellement, c'est l'intensité des émotions. La réflexion intérieure et ce qu'on ressent vraiment profondément. Munch, je sais pas. Tu es nul à chier, patate! Avec le cri. Te montre que finalement, c'est parfois pas la réalité qui te fait mal, mais la manière dont tu perçois cette réalité. Le personnage central de ce tableau, avec son visage tordu et sa bouche ouverte dans un énorme cri silencieux, c'est l'angoisse de l'âme humaine. Un peu comme si tout ce que tu vivais à cet instant te déformait en un hurlement éternel. Et c'est exactement ça l'expressionnisme. Montrer les choses telles qu'elles sont ressenties, et pas telles qu'elles sont vues. L'expressionnisme, c'est aussi l'art de la déformation. Les personnages sont souvent disloqués, exagérés. Les corps ne sont plus représentés avec les règles classiques, mais plutôt dans une défiguration qui traduit l'intensité de l'âme. Les visages s'allongent, les corps se tordent, tous semblent sur le point d'être déchirés. Les expressionnistes, c'est vraiment des foules d'émotions qui se déversent. Des visions de souffrance, de douleur, mais aussi de rébellion et de libération. C'est l'art de l'explosion intérieure. Quand tu regardes certains tableaux impressionnistes, t'as pas juste l'impression de regarder une scène. Tu ressens une urgence, une sorte d'intensité. C'est pas une peinture de paysage paisible, c'est une baffe qui te réveille et qui te dit que tout ce qui est autour de toi est en train de s'effondrer. Putain, mais il y en a encore combien? Eh, t'inquiète pas, on est bientôt au bout. Vas-y, roule. Ah. Bon. Place au cubisme. Le cubisme, ou l'art où la forme explose façon puzzle. Où l'art te fait regarder la réalité sous un angle que tu n'as jamais vu venir. Un art qui te prend la réalité, te la broie en morceaux, et te dit « Bah oui, regarde, c'est tout à fait ça ». Alors le cubisme, entre Braque et Picasso, ça déchire tout. Pourquoi se contenter de dessiner des choses comme elles sont? Et si on pouvait les déconstruire, les exploser, littéralement les voir sous tous les angles possibles? Le cubisme, c'est ça. Découper le monde en morceaux, les réassembler et te faire douter de ta perception. Les gens, les objets, les paysages, absolument tout est fragmenté et fragmentable. Un visage n'est plus un visage, c'est une combinaison de triangles, de carrés, de cercles, tout ça présenté avec des vues multiples. Un peu comme si tu regardais quelque chose, mais de tous les côtés en même temps. Picasso, lui, dans ses œuvres cubistes, te fout un espèce de brouillard visuel. Il te déforme les figures humaines, les faces, les objets, comme si le monde tout entier était en train de se désintégrer devant tes yeux. Mais le but du cubisme, c'est pas de te faire peur ou de rendre mal à l'aise les gens. C'est un peu de te montrer que la réalité est un peu une illusion. Alors qu'en fragmentant tout, Picasso te dit « Ce que tu vois n'est pas complet. Regarde-le sous un autre angle, et tu verras. » C'est plus vraiment une image figée, c'est une expérience qui bouge, qui change, tout comme l'esprit lui-même. C'est un art qui ne te prend pas par la main, qui ne t'explique pas tout. Il te laisse te perdre dans les méandres géométriques.
Et tu dois retrouver ton chemin à travers toutes ces facettes, tous ces angles, ces perspectives multiples. Les cubistes en soi ont jamais vraiment voulu te rendre un tableau agréable à regarder. Ils préfèrent te faire réfléchir sur ce que tu vois, ce que tu perçois. Tu vois la réalité comme ça. Mais moi je vais te la décomposer, te montrer véritablement ce qui se cache derrière. Tout ce qui est invisible au premier abord. Le cubisme, c'est un peu l'art qui te demande de déconstruire ton cerveau. Ah ouais, comme Sandrine Rousseau. Oui, aussi. De voir les choses complètement différemment. Tout en bousillant tes repères. Et à la fin, tu te dis, ah, c'est donc ça la réalité véritable. Ou pas. On passe immédiatement au surréalisme. Un voyage dans les tréfonds de l'inconscient. Un monde où les délires, les rêves, les fantasmes prennent vie sur une toile. Un art qui te dit, tiens, tu fais des rêves chelous. Moi, je vais le peindre et toi, tu vas adorer ça. Le surréalisme, c'est un peu comme si les peintres avaient pris une grosse dose de subconscient. Bon, pour certains, il y avait quand même des substances bien réelles. En te disant, maintenant, tu vas vivre dans mon monde à moi. D'accord. C'est un art où vraiment rien n'a aucun sens logique. Et où le réalisme est totalement banni. Ici, les montres deviennent molles. Les oiseaux se transforment en poissons. Tout ce que tu penses savoir sur la réalité part en vrille. Le surréaliste est vraiment là pour te briser les chaînes de la logique. T'embarquer dans un univers où tout est possible, même l'impossible. Dali, par exemple, avec ses montres molles, te balance une vision d'un monde où le temps n'est plus une règle fixe, mais quelque chose de pliable, déformé, qui se laisse modeler à volonté. Ces fameuses montres molles qui fondent sur des arbres, c'est un peu comme s'il te disait « Le temps est aussi fluide et irréel que tes pensées les plus bizarres. » Voilà ce à quoi il ressemble quand il n'a plus de frontières. Le surréalisme, c'est un peu ça, c'est vraiment une libération de la contrainte de la réalité et de la physique. Tout ce qui peut être absurde, grotesque, illogique ou impossible trouve sa place sur une toile. Magritte, quant à lui, va plutôt jouer avec tes perceptions. Le fameux « ceci n'est pas une pipe », alors que tu vois très bien que c'en est une. C'est pas une vraie pipe, c'est une peinture de pipe, c'est une représentation d'une pipe. Enfin, c'est ça le piège. Le surréalisme veut aussi remettre en question ce que tu crois savoir. Pourquoi une pipe devrait être une pipe? Et pourquoi pas une image de pipe qui te dit qu'en fait, rien n'est ce qui semble être? Le surréalisme, c'est vraiment l'art qui te fait rêver, quitte à parfois quand même mettre un peu mal à l'aise. C'est un peu comme si tu te baladais dans un rêve, pas forcément très agréable, où tu te dis que là, bon, ok, je suis perdu, mais putain, c'est fascinant. Des scènes tordues, des objets déséquilibrés, et cette impression que tout est lié dans un subconscient collectif, où tout ce qui peut être caché est enfin mis à jour. L'irrationnel devient la norme, et ainsi les limites de la réalité sont complètement redéfinies. La réalité, les rêves, l'inconscient, le subconscient, tout ça finit par être mélangé. Le surréalisme, c'est vraiment te forcer à mettre de côté toute logique, et juste accepter ce qui est devant toi. Peu importe si ça n'a aucun sens. Accepte de te perdre dans ma folie. Et qui sait, peut-être y trouvera une vérité cachée. On enchaîne directement avec l'expressionnisme abstrait. L'art qui te dit, si tu veux l'explosion, je vais te la donner, et sans même que tu comprennes pourquoi. Ce mouvement naît aux États-Unis dans les années 40-50, un peu comme une réponse à la Seconde Guerre mondiale, à la douleur et au chaos qui secoue le monde. Mais c'est surtout un mouvement où les artistes refusent toute figuration. Ici, l'objectif est plus de représenter des portraits, des paysages ou quoi que ce soit de réel. L'objectif, c'est vraiment de libérer une émotion brute avec la peinture. En quelque sorte, laisser l'esprit s'épanouir. Tout ça sans retenue, sans penser à l'apparence globale ou l'esthétique. C'est un peu une espèce de chaos créatif. Ils peignent plus pour créer des formes définies, mais pour exprimer un ressenti sans limite, sans frontières. Jackson Pollock est un des pionniers du mouvement. Par exemple avec le dripping, une technique où littéralement il lance la peinture sur la toile. Chaque coup de pinceau, chaque éclaboussure de peinture qui tomberait sur la toile fait partie de son processus de libération émotionnelle. Aucune ligne, aucune éclaboussure ne suit aucune logique, aucune intention non plus de rendre quoi que ce soit de reconnaissable. Ici, tout ce qui compte, c'est uniquement ce que tu ressens en regardant. L'énergie que ça peut dégager, la spontanéité, ça devient vraiment les objectifs principaux. Bon, concrètement, on pourrait penser que c'est plutôt un défouloir. Oui, mais pas uniquement. C'est aussi trouver une espèce de nouvelle forme de langage. L'expressionnisme abstrait, c'est pas fait pour être joli, ou même facile à regarder. C'est pas un art de contemplation tranquille. C'est un art qui essaye de mettre en mouvement ton esprit, qui peut te faire ressentir des choses devant sans te les expliquer, où chacun auront une perception différente de ce qu'ils ont en face d'eux. Ce qui peut être cool avec ce mouvement, c'est qu'il cherche aucune beauté classique, aucune réalisation technique parfaite. Ce qu'il cherche, c'est que toi tu sois touché, que tu te sentes impliqué dans l'œuvre. Ça peut être perçu comme une espèce de dialogue entre l'artiste et l'observateur, une espèce de lien immédiat qui se crée dans l'instant et dans le silence. Alors là, on va passer au pop art. Un mouvement qui te dit que, bon bah si c'est populaire, bon bah c'est de l'art. Tout ce qui est produit de consommation peut devenir une œuvre d'art. Le pop art, c'est vraiment né dans les années 50-60, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni, dans un contexte bien précis où la consommation de masse prend de plus en plus de place. C'est un mouvement qui défie absolument toutes les normes classiques de l'art et les notions de haute culture.
Grosso merdo, les artistes pop art ne te disent pas d'aller voir des tableaux dans un musée, vu que le musée, c'est tout ce qui peut se trouver chez toi. Warhol, Hamilton, Lichtenstein sont clairement des grands noms du mouvement. Par exemple, Andy Warhol avec des boîtes de soupe. Il a littéralement pris des objets les plus banals qu'on puisse trouver dans un supermarché, et en a fait des œuvres d'art complètement iconiques. C'est un peu si en substance il te disait « Si tu vois la soupe à la tomate tous les jours dans ton supermarché, pourquoi ne pas en faire une œuvre d'art ? Pourquoi la culture populaire n'aurait-elle pas sa place dans le monde de l'art ?» Bon, derrière cette approche commerciale, il y a quand même une certaine ironie et une critique quand même sociale. Il te montre clairement que l'art peut se vendre comme n'importe quel autre produit, et que dans une société de consommation, l'art lui-même peut devenir un produit, une marque, une image. Il y a un certain côté subversif à réutiliser ces objets commerciaux, parce qu'il veut te faire réfléchir à la relation entre la culture de consommation et la culture artistique. Après, les artistes du pop art ne se contentent pas juste de critiquer. Ils intègrent tout, que ce soit de la publicité, des comics, enfin tous les produits de consommation, ils intègrent vraiment tout ça comme une nouvelle forme d'art à part entière. C'est un art qui n'a pas non plus peur de sa superficialité. Il se moque de l'idée où l'art est quelque chose de sérieux. Les objets de la culture de masse sont maintenant devenus des sujets dignes de figurer dans des musées. Et cette vision démocratise complètement l'art, le rend accessible, tout en le faisant entrer dans une ère commerciale, où il peut maintenant devenir un objet de consommation. On fait un tour maintenant jusqu'au street art. Un mouvement qui te dit que l'espace public c'est une toile, vas-y profite. C'est né à peu près dans les années 80, et révolutionne littéralement ce que doit juste être l'art. Fini les galeries et les musées. Si tu veux de l'art, il faut qu'il soit visible par tout le monde. L'art devient une sorte de protestation, d'expression publique qui touche tout le monde, qu'on en veuille ou non. C'est l'art qui quitte les murs bien blancs des galeries et des musées pour s'incruster sur les bâtiments de la ville, les rues, etc. Le graffiti, le tagging sont vraiment les premières formes du street art. Alors que maintenant, concrètement, le street art, ça englobe tout un panel de pratiques. Stencil, affiches, sculpture urbaine, installation temporaire, ou juste intervention dans l'espace public avec des objets du quotidien détournés. Banksy, par exemple, sans doute le plus célèbre, utilise la peinture murale, le graffiti, pour créer des œuvres qui sont à la fois subversives, certaines ironiques ou d'autres plus provocantes, pour dénoncer des sujets comme la guerre, le capitalisme, l'inégalité sociale, un petit peu d'humour noir et quelques messages politiques. Le street art, c'est pas juste une sorte d'expression, c'est aussi une forme de rébellion. Il s'attaque aux règles de la société, à la privatisation de l'espace public. L'espace urbain devient un terrain de jeu. Chaque œuvre dans la rue devient un message direct à la ville et à ses habitants, ou à son autorité. Bon, le street art, c'est quand même vraiment à boire et à manger dedans. Parce que bon, entre ce genre de trucs que tu croises sur tous les murs et ça, bon, d'un point de vue personnel, voilà. Enfin bref, j'aurais encore pu te parler de minimalisme, de conceptualisme, de postmodernisme, de néo-pop art, de néo-expressionnisme. Mais bon, je vais quand même regarder quelques-uns pour des formats short. Et puis bon, si je devais te faire une petite conclusion de tout ça, l'art c'est concrètement un peu comme l'histoire de l'humanité. Ça part de rien, on griffonne sur des murs, puis ça part en couille et t'as des grandes fresques de bisons. Et ensuite on enchaîne avec des dieux avec des tronches bizarres. Ensuite on passe par la religion, ensuite l'art classique, puis oh ciel, on commence à se poser des questions sur qu'est-ce que l'art. Du réalisme qui te dit que non, ça c'est du vrai, et d'autres qui ont décidé de peindre des trucs flous, ce qui à l'époque a bien fait chier tout le monde, en passant par le cubisme qui se fout de ta gueule en te disant que ça aussi c'est de l'art, puis t'as le surréalisme avec des délires tarés, des rêves de malade et d'un subconscient dérangé. Bien évidemment, je t'invite à aller voir la vidéo sur Salvador Dali, et bien sûr, t'as tous ces artistes de rue qui te foutent leurs dessins ou d'autres trucs auxquels on comprend rien. Ensuite, t'as le néo-pop art duquel on n'a pas parlé, qui revient à la case départ mais version bling bling. En gros, l'art a évolué au fil des siècles, mais peu importe la temporalité, il est toujours là pour te dire « je suis là, je suis beau ». Et je vais te faire réfléchir ou te choquer. Mais aussi nous a fait rire et comprendre un peu plus les folies de nos époques. Bon, c'est quand même déjà pas mal pour des mecs avec des pinceaux et des bombes de peinture, non? C'est tout pour moi, j'espère que la vidéo t'aura plu. Je te suggère évidemment de t'abonner à cette chaîne, et à bientôt.